Je payais la moitié du prêt hypothécaire et des factures pour aider mes parents. Puis, ils ont donné ma chambre à la famille de ma sœur, et m'ont dit de dormir sur le canapé. Alors, j'ai déménagé, et je les ai laissés assumer la totalité des frais. J'étais en train de plier mon linge, au beau milieu de ce qui était autrefois ma chambre, quand ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, avec cette expression particulière que j'avais appris à redouter. Ce regard qui signifiait qu'une décision avait déjà été prise, et que mon avis ne faisait pas partie de l'équation. « Nous devons parler de la situation de ta sœur », a-t-elle dit, les bras croisés. Emma et Marcus ont besoin d'une vraie chambre, pour eux et pour les garçons. Ils ne peuvent pas continuer à s'entasser dans le petit bureau. Tu comprends, n'est-ce pas? Je me suis arrêté en plein milieu de mon pliage, une chemise encore entre les mains. D'accord, ai-je répondu prudemment. Est-ce qu'ils cherchent un logement dans le coin? L'expression de maman s'est crispée. Eh bien, c'est de cela que nous voulions discuter. Il serait plus logique que tu prennes le canapé pour le moment. Juste le temps qu'ils retombent sur leurs pieds. Tu es célibataire. Tu n'as pas besoin de tout cet espace pour une seule personne. La chemise est retombée dans le panier. Cette conversation a eu lieu il y a 3 ans, mais elle repasse dans ma tête avec une clarté parfaite. Chaque fois que je passe devant cette maison, qui me donnait autrefois l'impression d'être chez moi, je réalise que ce que mes parents appelaient « un arrangement temporaire » ou « la famille qui s'entraide » portait en fait un nom beaucoup plus simple. Quand on regardait les relevés bancaires et les factures, c'était de l'exploitation financière pure et simple, déguisée en culpabilité et en obligation. Et il a fallu que je perde ma chambre, pour enfin voir la situation dans son ensemble, de manière assez claire pour oser partir. Laissez-moi revenir en arrière, et expliquer exactement comment j'ai fini par payer la moitié d'un prêt immobilier, tout cela pour avoir le privilège de m'entendre dire que j'avais de la chance de dormir sur un meuble. Je m'appelle Jordan et, quand cette histoire commence, j'avais 28 ans. Je travaillais comme analyste de données pour une entreprise de logistique de taille moyenne. Un bon travail, des revenus stables. Le genre de situation qui aurait dû signifier l'indépendance, et mon propre appartement. Au lieu de cela, je vivais dans ma maison d'enfance, partageant l'espace avec des parents qui avaient passé la majeure partie de la décennie à traiter mon salaire comme une ressource familiale, qu'ils estimaient avoir le droit de gérer à leur guise. Cet arrangement a commencé quand j'avais 21 ans, tout juste sorti de l'université. Avec mon premier vrai salaire, et un montant de prêts étudiants qui rendait la location presque impossible. Mes parents venaient d'acheter la maison, une belle propriété de 3 chambres dans un quartier calme, et ils m'ont présenté la chose comme une victoire pour tout le monde. « Reste avec nous », avait dit papa. « Économise ton argent, rembourse ses prêts. Nous garderons ton ancienne chambre exactement comme elle était. Aide-nous juste un peu avec les dépenses, jusqu'à ce que tu sois prêt à déménager. » Ce « aider juste un peu » s'est transformé en quelque chose de très différent, et ce, dès les 6 premiers mois. Cela a commencé par les factures d'énergie. « Pourrais-tu payer l'électricité ce mois-ci » m'a demandé maman. Les heures supplémentaires de ton père ont été réduites, et nous sommes un peu justes. Ensuite, ce fut le tour des courses. Puisque tu vas au magasin de toute façon, pourrais-tu prendre tout ce qu'il y a sur cette liste? Nous te rembourserons plus tard. Ce fameux « plus tard » n'est jamais arrivé. Dès la 2e année, je n'aidais plus, un peu. Je couvrais la moitié des mensualités du prêt immobilier, tous les mois. Je payais systématiquement la moitié des factures d'énergie, et environ 70% des courses de la maison. En effet, mes parents avaient découvert que l'argument « tu manges plus parce que tu es plus jeune et que ton métabolisme est plus rapide » était assez difficile à réfuter pour moi. Je tondais la pelouse tous les week-ends. Je déblayais la neige en hiver. J'allais chercher ma petite sœur au lycée, puis, plus tard, à son travail à temps partiel, lorsque mes parents ne se sentaient pas d'humeur à conduire. J'assemblais les meubles, je réparais les robinets qui fuyaient, et je résolvais tous les problèmes informatiques qui survenaient, dans une maison où personne d'autre ne voulait prendre la peine de lire un mode d'emploi. Sur le papier, j'étais un enfant adulte vivant chez ses parents. En réalité, j'étais un gestionnaire immobilier non rémunéré, qui se trouvait aussi financer la moitié des coûts d'exploitation de la maison. Ce schéma s'est installé de manière si progressive, que je n'ai pas remarqué qu'il devenait permanent. Une demande par-ci, une urgence par-là. Elles étaient toujours présentées comme temporaires, et toujours accompagnées d'une phrase du genre « nous te rembourserons » ou « juste pour cette fois » ou encore « la famille prend soin des siens ». Je me souviens d'un incident particulier,
survenu lors de la 3e année. Ma voiture avait besoin de pneus neufs, un véritable problème de sécurité qui ne pouvait pas attendre. J'avais économisé pour ça, et j'avais mis l'argent de côté sur mon compte. C'est alors que le camion de papa est tombé en panne. Une grosse réparation de plus de 2000 €, et leur compte d'épargne était désespérément vide, à cause de vacances qu'ils avaient prises le mois précédent. Nous ne te le demanderions pas si ce n'était pas grave, m'avait dit maman. Nous ne pouvons pas aller travailler sans le camion. Tu comprends? Je comprenais. Je comprenais toujours tout. J'ai payé la réparation du camion, et j'ai conduit avec des pneus lisses pendant encore 5 mois, jusqu'à ce que je puisse à nouveau économiser. Quand j'en ai finalement parlé, papa a eu l'air sincèrement confus. Pourquoi n'as-tu rien dit? Nous t'aurions aidé. Mais ils n'ont jamais aidé, et ils ne m'ont jamais remboursé. La réparation du camion a rejoint la longue liste des contributions prétendument temporaires, qui sont devenues des dons permanents au fonds familial. Mais je me disais que c'était provisoire. Je me disais que j'étais intelligent, que je me constituais une épargne, et que je restais proche de ma famille. Je me persuadais que la raison pour laquelle je ne semblais jamais beaucoup économiser, malgré l'absence de loyer à payer, était simplement due à une mauvaise gestion de mon budget. La vérité était à la fois plus simple, et bien plus moche. Chaque fois que je commençais à me constituer un matelas financier, une urgence familiale faisait son apparition. Une réparation de voiture que mes parents n'arrivaient pas à payer. Une facture dentaire que l'assurance ne prenait pas en charge. Un prêt accordé à ma sœur pour ses manuels scolaires, dont il n'a jamais été question qu'il me soit rendu. Je payais, parce que c'est ce que fait la famille. Je payais, parce que dire non signifiait être égoïste. Je payais, car mes parents m'avaient élevé dans l'idée que l'indépendance se méritait, en prouvant d'abord sa capacité à se sacrifier. À la 5e année, j'avais même cessé de tenir les comptes de ce qu'on me devait. Faire le calcul mental était beaucoup trop déprimant. Le montant dépassait largement les 40 000 €, en estimation basse, si l'on additionnait les mensualités du prêt, les factures, les courses, les réparations, les prêts personnels, et toutes ces petites urgences qui, bizarrement, ne trouvaient toujours qu'une seule et même solution. Mon portefeuille. Ce que j'ignorais, et ce qui est devenu d'une importance capitale par la suite, c'était de savoir exactement quel nom figurait sur les documents du prêt hypothécaire. Et surtout, de comprendre pourquoi ce détail comptait bien plus que quiconque aurait pu l'imaginer. Lorsque mes parents ont essayé d'acheter la maison pour la première fois, leur dossier de crédit n'était pas assez solide. Mon père avait un passif de retard de paiement, datant d'une période difficile quelques années plus tôt. Ma mère, de son côté, avait des factures médicales impayées, datant d'avant l'obtention d'une assurance décente. La banque a examiné leur demande, et a tout simplement dit « non ». C'est alors qu'ils sont venus me voir, avec un dossier rempli de papiers, et une explication qui semblait tellement raisonnable à l'époque. « Nous avons juste besoin que tu sois co-signataire », m'avait dit mon père. « Ton dossier de crédit est vierge. Tu as un revenu stable. Ce n'est que de la paperasse. C'est nous qui prenons les vraies décisions. Tu nous aides simplement à obtenir l'approbation. » J'avais 21 ans. J'avais confiance en eux. Je voulais sincèrement aider, alors j'ai signé. Mon nom s'est retrouvé sur le prêt hypothécaire, à côté des leurs. De la même façon, mon nom a été ajouté au contrat d'assurance habitation, en tant que propriétaire occupant. Mon dossier de crédit a endossé le risque d'un prêt, que l'on m'avait pourtant assuré ne jamais avoir à gérer financièrement. Les conditions du prêt étaient meilleures, et ce, uniquement grâce à moi. Le taux d'intérêt a baissé, parce que la banque a vu un emprunteur plus jeune, avec un bon dossier de crédit, un emploi stable, et résidant dans la propriété en tant qu'occupant principal. Les primes d'assurance étaient également plus basses, puisque j'étais inscrit comme une personne occupant et entretenant la maison. J'étais, en réalité, l'échafaudage financier qui rendait leur propriété abordable. Et je ne m'en rendais même pas compte. Pendant 7 ans, cette configuration a fonctionné en leur faveur. Je payais la moitié du prêt, je gardais la maison présentable, et je ne posais jamais de questions dérangeantes. Je ne demandais jamais pourquoi mon simple coup de main s'était calcifié, au point de devenir une obligation financière permanente. Mes parents avaient obtenu une maison pour laquelle ils n'auraient jamais pu être qualifiés seuls. Moi, de mon côté, je me consolais en croyant agir de manière responsable et mature, en restant vivre là et en contribuant aux frais. Puis, ma sœur a décidé qu'elle avait, elle aussi, besoin de faire des économies.
Emma avait 31 ans, elle était mariée à Marcus depuis 6 ans, et était la mère de 2 petits garçons, âgés de 5 et 3 ans. Elle vivait dans une maison en location, à l'autre bout de la ville. D'après tout le monde, elle s'en sortait bien. Pas riche, mais stable. Marcus travaillait dans la vente, tandis qu'Emma occupait un poste administratif à temps partiel. Ils avaient le genre de vie qui semblait tout à fait gérable de l'extérieur. Mais ils voulaient acheter une maison, une vraie. Une maison plus grande que leur location actuelle, et située dans un meilleur secteur scolaire. Ils voulaient donc économiser pour constituer un apport. Et, apparemment, la meilleure façon d'y parvenir était de cesser de payer leur propre loyer, pour venir s'installer chez nos parents. Papa et maman ont accepté immédiatement. Aucune discussion avec moi, aucun avertissement. Juste un coup de fil, un soir, où ma mère m'a annoncé, la famille de ta sœur vient s'installer ici pour un moment. Ce n'est pas merveilleux? Ce sera tellement agréable d'avoir les garçons plus souvent à la maison. J'ai posé la question la plus évidente, où vont-ils dormir? Dans le petit bureau. Le bureau était techniquement une chambre, mais la pièce était minuscule. Elle servait principalement d'espace de rangement, et de coin de travail pour mon père. Entasser 2 adultes et 2 jeunes enfants à l'intérieur semblait être un véritable cauchemar. Maman a hésité. Eh bien, nous avons pensé que tu pourrais déménager sur le canapé, juste pour quelque temps. Emma et Marcus ont besoin d'une vraie chambre, et les garçons ne peuvent pas dormir dans le bureau sur le long terme. Tu es flexible. Tu trouveras bien un moyen de t'arranger. J'ai fixé l'écran de mon téléphone avec stupeur. Je paie la moitié du prêt hypothécaire, ai-je répondu lentement. Pourquoi serais-je celui qui doit perdre sa chambre? Tu en fais tout un drame, a rétorqué ma mère, la voix tendue. C'est temporaire. La famille s'entraide. Toi plus que quiconque, tu devrais comprendre cela. J'avais envie de protester. Je voulais lui expliquer que les mots « temporaire » et « entraide familiale » m'avaient déjà coûté cette année de ma vie, ainsi que des dizaines de milliers d'euros. J'avais envie de dire que peut-être, Emma et Marcus feraient mieux de continuer à payer leur propre loyer, s'ils voulaient absolument avoir leur propre chambre. Mais je me suis tu. J'ai simplement dit que j'y réfléchirais, puis j'ai raccroché. 2 semaines plus tard, la famille d'Emma a emménagé. Le bureau a été transformé en chambre pour les garçons, avec des lits superposés et des bacs à jouets. Quant à Emma et Marcus, ils ont pris ma chambre, s'accaparant mon lit, mon bureau, et mon placard. Tout mon espace a été vidé et réaffecté, comme si je n'étais qu'un simple invité, dont le séjour était arrivé à son terme. Mes affaires ont été fourrées dans des sacs poubelles, et empilées dans le garage. Mes vêtements, eux, ont élu domicile dans une valise, posée à côté du canapé. Mon intimité n'était plus qu'un lointain souvenir. Lors de ma première nuit sur ce canapé, je suis resté éveillé jusqu'après minuit. Les coussins étaient bosselés, conçus pour s'asseoir, et non pour dormir. De plus, le salon n'était jamais complètement plongé dans le noir, à cause du lampadaire situé à l'extérieur. Je pouvais entendre le moindre bruit. Mon neveu qui toussait dans le bureau, les pas de mon beau-frère dans mon ancienne chambre, la chasse d'eau qui coulait, ou encore le bourdonnement sourd du réfrigérateur. Le soir, j'étais allongé sur un canapé, au milieu d'un salon où la télévision restait allumée jusqu'à 23 heures, tout simplement parce que Marcus aimait regarder des matchs de sport tard le soir. Je me réveillais ensuite à 6 heures du matin, lorsque les dessins animés de mon neveu commençaient à hurler. Je n'avais ni porte, ni mur, ni aucun espace qui m'appartenait vraiment. Chaque matin commençait de la même manière. Je me réveillais au son de la cafetière, ou à cause de mes neveux qui couraient à travers le salon. Je pliais ma couverture, je poussais ma valise contre le mur, et j'essayais de faire semblant d'avoir un endroit pour me préparer. Un endroit autre qu'une salle de bain partagée, devant laquelle une file d'attente se formait déjà. S'habiller impliquait soit de se réveiller avant tout le monde, soit d'attendre que la maison se vide. Prendre une douche nécessitait de négocier avec Emma, pour savoir à quel moment les garçons auraient besoin de la salle de bain. Et passer un appel professionnel m'obligeait à sortir, pour aller m'asseoir dans ma voiture, garée dans l'allée. Et malgré tout cela, je payais toujours la moitié du prêt hypothécaire. Je couvrais toujours la moitié des factures d'énergie, dont le montant avait pourtant bondi de façon significative, avec 4 personnes supplémentaires dans la maison. Enfin, j'achetais toujours la majorité des courses, puisqu'il y avait désormais 2 adultes et 2 enfants de plus, se nourrissant dans ce même réfrigérateur que je remplissais à mes frais.
La situation concernant la nourriture est devenue particulièrement absurde. J'achetais des provisions pour moi-même, je les étiquetais, et je les rangeais à un endroit précis. En l'espace de 2 jours, tout avait disparu. Marcus mangeait mes restes. Les garçons piochaient dans mes collations. Et Emma utilisait mes ingrédients, pour préparer des dîners familiaux à l'organisation desquels je n'étais même pas convié. Quand j'en faisais la remarque, maman haussait simplement les épaules. Ce n'est que de la nourriture. Ne sois pas mesquin, ce sont des membres de la famille. Mesquin? Voilà le seul mot que je récoltais, lorsque je m'opposais à l'idée de financer et de nourrir les personnes qui m'avaient volé ma chambre. Un soir, lors du dîner, j'ai essayé d'aborder le sujet, mais papa m'a coupé la parole. Tu as bien de la chance que nous te laissions rester ici depuis si longtemps, a-t-il lancé. La plupart des gens de ton âge paient un loyer quelque part. Tu as eu la vie facile. Quelques mois sur un canapé ne te tueront pas, la vie facile. Cette année a financé leur prêt immobilier. Cette année de travaux de jardinage, de trajets scolaires, et de dépannage informatique en pleine nuit. Cette année passée à regarder mes propres économies s'évaporer, englouties par les urgences familiales et les prêts temporaires. Et, selon eux, j'avais eu la vie facile. Emma est intervenue à son tour, d'une voix prudente mais acerbe. Nous faisons tous des sacrifices, Jordan. Marcus et moi avons renoncé à notre indépendance pour revenir vivre ici. Les garçons ont dû quitter leurs amis. Tu n'es pas le seul à devoir t'adapter. Je l'ai regardé. J'ai regardé ma propre sœur, qui s'était volontairement installée dans une maison que je finançais. Celle qui avait pris ma chambre, et qui, maintenant, se permettait de me faire la morale sur le sens du sacrifice. Je n'ai rien dit. J'ai simplement terminé mon repas, et je suis retourné m'asseoir sur mon canapé. Ce soir-là, je suis resté assis dans l'obscurité, à écouter mon beau-frère ronfler à travers le mur, dans ce qui était autrefois ma chambre. Et, à cet instant précis, j'ai senti quelque chose en moi devenir très calme, et extrêmement froid. J'ai arrêté d'essayer de m'expliquer. J'ai arrêté d'essayer de leur faire entendre raison. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à chercher des appartements. Le point de rupture n'a pas été bruyant. Ce n'était ni une dispute hurlante, ni une porte qui claque. C'était simplement un moment intime et silencieux, où j'ai enfin cessé de croire que rester et souffrir était synonyme d'être une bonne personne. J'avais passé des années à penser que partir ferait de moi un être égoïste. J'étais persuadé que déménager signifierait que je me moquais de ma famille. Je croyais que protéger mon propre argent, mon espace de vie et ma tranquillité, ferait inévitablement de moi le méchant. Le méchant dans une histoire où, pourtant, j'étais censé me montrer reconnaissant, d'avoir l'opportunité de me sacrifier. Mais en étant assis sur ce canapé, dans cette maison que j'avais payée sans en être le propriétaire, entouré d'une famille qui me considérait comme une ressource plutôt que comme une personne, j'ai réalisé quelque chose de bien plus simple. Il n'allait jamais s'arrêter de prendre, tant que je continuerais à donner. Et moi, j'en avais fini de donner. Le lendemain matin, j'ai commencé à planifier mon départ, comme s'il s'agissait d'un projet professionnel. De manière méthodique, silencieuse, et avec un objectif final extrêmement clair. Foutre le camp. Couper chaque lien financier, et laisser cette maison découvrir ce que cela fait, lorsque la personne qu'il qualifiait d'égoïste, décide finalement d'arrêter de payer. J'ai commencé mes recherches pendant mes pauses déjeuner au travail, en consultant les annonces de location sur mon téléphone. Je m'installais dans ma voiture, là où personne ne pouvait voir mon écran. J'ai créé un tableau regroupant les appartements potentiels, j'ai comparé les prix, et j'ai calculé ce que je pouvais réellement m'offrir, une fois que je ne subventionnerais plus 5 autres personnes. Les calculs m'ont ouvert les yeux. Ma moitié du prêt hypothécaire s'élevait à 1 200 € par mois. Ma part pour les factures, les courses et les dépenses imprévues, représentait encore 600 à 800 € de plus. Au total, ma contribution mensuelle au foyer de mes parents atteignait environ 2 000 €. Pour 1 300 €, je pouvais louer un appartement avec une chambre, et il me resterait encore de l'argent. J'ai trouvé un logement en seulement 3 jours. Un petit 2 pièces, situé à une vingtaine de minutes de mon bureau. Le propriétaire était professionnel, totalement indifférent à ma situation familiale, et ne se souciait que de 2 choses, la solidité de mon dossier de crédit, et la stabilité de mon emploi. Les 2 étaient impeccables. J'ai signé un bail. La date d'emménagement était fixée à 3 semaines plus tard. Ensuite,
j'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans un établissement complètement différent. Une banque avec laquelle mes parents n'avaient aucun lien, et sur laquelle ils n'auraient aucune visibilité. Mon salaire a commencé à y être versé, au lieu d'arriver sur le compte que mes parents avaient toujours pu surveiller. Chaque prélèvement automatique, chaque facture, et chaque abonnement lié à mon nom et à ma carte bancaire, a été discrètement transféré ou annulé. J'ai dressé une liste précise. Le prélèvement automatique du prêt hypothécaire sur mon compte. La facture d'électricité à mon nom. La facture de gaz, partagée, mais avec ma carte enregistrée. La facture d'eau. Et je m'étais même retrouvé, d'une manière ou d'une autre, titulaire principal du service Internet, lui aussi à mon nom. Il y avait aussi les abonnements de streaming, que tout le monde dans la maison utilisait. La police d'assurance habitation, où j'étais répertorié comme copropriétaire et occupant. Le forfait de téléphonie mobile, qui couvrait les téléphones de mes parents en plus du mien. Sans oublier le service de livraison de courses. Une par une, j'ai commencé à couper toutes ces connexions. J'ai modifié les coordonnées de mon dépôt direct de salaire. J'ai transféré l'argent de l'ancien compte vers le nouveau, en effectuant de petits virements pour ne pas déclencher d'alerte. J'ai configuré des rappels dans mon calendrier, pour anticiper le passage de chaque prélèvement automatique. Je les ai annulés méthodiquement, un par jour, pour que rien ne paraisse trop soudain. Je n'ai fait aucune annonce. Je n'ai envoyé aucun manifeste, dans la conversation de groupe familial. J'ai simplement parcouru ma liste avec la plus grande rigueur, avec cette même concentration que j'appliquais à l'analyse de données dans mon travail. Et j'ai attendu le jour du déménagement. J'ai acheté des meubles lentement, en prenant mon temps. Un cadre de lit dans un magasin discount. Un petit canapé récupéré chez un collègue, qui renouvelait son mobilier. Des ustensiles de cuisine dénichés dans des friperies. Rien d'extravagant, rien de très cher. Juste les éléments de base, ce dont j'avais besoin pour me construire une vie qui ne requérait ni permission, ni excuse. La nuit précédant mon départ, j'ai emballé tout ce qui m'appartenait vraiment. Mes vêtements, mes appareils électroniques, mes documents personnels, et quelques livres. J'ai laissé les meubles que mes parents avaient achetés des années auparavant. J'ai laissé les ustensiles de cuisine dont on m'avait dit qu'ils étaient, pour la maison. J'ai pris ce qui était à moi, et absolument rien d'autre. J'ai déménagé un samedi matin, pendant que tout le monde assistait au match de football de mon neveu. Je m'étais porté volontaire pour rester à la maison et rattraper du travail. Personne n'a remis cela en question. J'avais été la personne de confiance pendant si longtemps, que ma présence en était devenue presque invisible. Il n'y a eu aucun au revoir dramatique, ni aucune dispute finale. Seulement des cartons, une petite camionnette de location, et la satisfaction tranquille de savoir que, plus jamais, je n'aurais à demander la permission pour fermer la porte de ma propre chambre. Au moment où ils sont rentrés chez eux, j'étais déjà dans mon nouvel appartement. J'étais assis par terre avec un repas à emporter, entouré de cartons non déballés. Je profitais du meilleur silence que j'ai entendu depuis des années. Ensuite, j'ai passé les appels téléphoniques qui allaient tout changer. Tout d'abord, j'ai appelé l'organisme de crédit immobilier. Bonjour, j'appelle concernant le prêt pour la propriété située à telle adresse. J'y figure en tant que co-emprunteur et copropriétaire. Je dois vous informer que je ne réside plus dans cette propriété. J'ai définitivement déménagé. Les occupants actuels sont mes parents. Ainsi que la famille de ma sœur, qui compte 4 personnes. Je souhaite que le dossier soit mis à jour, afin de refléter le fait que je n'y vis plus. Il y a eu un moment de silence. Vous étiez inscrit comme propriétaire occupant sur ce prêt, a souligné prudemment la représentante. Cela signifie que les conditions du prêt ont été établies sur la base de votre résidence principale à cette adresse. Je comprends, ai-je répondu. J'y vivais bel et bien. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vous appelle précisément pour m'assurer que le dossier soit exact. Nous allons devoir réévaluer le prêt, en fonction de ce nouveau statut d'occupation, a-t-elle expliqué. Cela pourrait affecter votre taux d'intérêt, les exigences de séquestre pour le compte de taxes, ainsi que le montant des mensualités. Les prêts pour propriétaires occupants bénéficient de conditions différentes de ceux accordés pour des résidences non occupées par leurs propriétaires. Ou pour des immeubles de placement. Je comprends très bien, ai-je répété. Je vous prie de mettre à jour vos dossiers en conséquence. Elle a posé quelques questions de vérification supplémentaires.
J'ai répondu à chacune d'elles calmement, en m'en tenant strictement aux faits. Lorsqu'elle m'a demandé si les autres emprunteurs étaient au courant de ce changement, j'ai simplement rétorqué, je les ai informés de mon déménagement. Toute question relative à la propriété devra désormais leur être adressée. Ensuite, j'ai contacté la compagnie d'assurance habitation. J'ai utilisé le même scénario, avec la même explication calme et factuelle, pour obtenir le même résultat. Si vous n'occupez plus la propriété, et qu'il y a désormais des résidents supplémentaires non répertoriés sur la police initiale, nous devrons réémettre le contrat sous un autre type de couverture. Les primes seront plus élevées pour une situation de logement multifamilial, ou de quasi-location. C'est tout à fait logique, ai-je répondu. S'il vous plaît, procédez à toutes les mises à jour nécessaires. J'ai raccroché, puis j'ai éteint mon téléphone. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon propre lit, au cœur de ma propre chambre, et derrière une porte que je pouvais verrouiller. J'étais dans un appartement où personne ne viendrait jamais me dire que j'avais de la chance d'avoir un endroit pour dormir. L'effondrement financier s'est produit bien plus vite que je ne l'avais imaginé. Le premier signe est apparu à peine 4 jours plus tard, sous la forme d'un texto de ma mère, « Est-ce que ton prélèvement pour le prêt a été rejeté ? La banque dit qu'il manque de l'argent. » J'ai répondu avec la plus grande simplicité, « J'ai déménagé. Je ne paie plus pour une maison dans laquelle je ne vis plus. Tu m'as dit que j'avais de la chance de dormir sur le canapé. Eh bien, j'ai trouvé un endroit bien meilleur. » Mon téléphone a littéralement explosé. Des appels, des textos, des messages vocaux. Mon père, ma mère, et même Emma qui s'en mêlait, m'envoyant des messages sur la famille, la responsabilité, et m'accusant d'abandonner tout le monde. J'ai ignoré la grande majorité de tout cela. La deuxième vague a frappé une semaine plus tard, lorsque les factures d'énergie sont arrivées à échéance. La compagnie d'électricité a envoyé un avis indiquant que le prélèvement automatique avait échoué. La compagnie de gaz a fait exactement la même chose. Le service Internet, quant à lui, a été complètement déconnecté, car j'avais annulé le compte pour le transférer à ma nouvelle adresse. Papa a laissé un message vocal furieux, « Tu dois me rappeler tout de suite. La compagnie d'électricité menace de nous couper le courant. Il n'y a plus Internet. Qu'est-ce que tu as fabriqué, bon sang ? » Je n'ai pas rappelé. Puis, est arrivée la fameuse lettre de la banque. Mes parents m'ont appelé, totalement paniqué. « Qu'est-ce que tu leur as raconté ?» a hurlé mon père. Ils prétendent que le prêt a été basé sur de fausses informations d'occupation. Notre mensualité augmente de 600 € par mois. Ils parlent d'un déficit sur le compte de provision. J'ai gardé une voix parfaitement posée. Je leur ai dit la vérité. Je ne vis plus là-bas. Je ne suis plus occupant de cette maison. Le prêt a été mis en place avec moi en tant que propriétaire réside, et ce n'est plus exact aujourd'hui. Ils ajustent simplement les conditions pour refléter la réalité. Tu ne peux pas faire ça, a crié maman en arrière-plan. Tu as signé des papiers. Tu t'es engagé. C'est vrai, ai-je reconnu. Je l'ai fait, et j'ai tenu cet engagement pendant 7 ans. Pendant tout ce temps, j'ai payé la moitié de votre crédit, la moitié de vos factures, et la plus grande partie de vos courses. Et puis, vous avez donné ma chambre. Vous m'avez traité d'égoïste. Parce que je ne voulais pas dormir sur le canapé que je payais. Je ne vais certainement pas mentir à une banque, juste pour que vous puissiez conserver des conditions de prêt avantageuses sur une maison dans laquelle je ne vis même plus. La voix de papa est devenue soudainement beaucoup plus glaciale. Nous pourrions te poursuivre en justice pour cela. Rupture de contrat, ou même fraude. J'ai failli éclater de rire. Allez-y et expliquez donc à un juge comment vous avez obligé votre co-emprunteur à financer la moitié de la maison, tout en le traitant comme une nuisance. Racontez-lui comment vous lui avez retiré sa chambre, pour la donner à quelqu'un qui ne figure même pas sur le contrat de prêt. De mon côté, j'apporterai mes relevés de paiement et mon nouveau bail. On verra bien comment ça se passe. Il m'a raccroché au nez. L'assurance a suivi, avec ses propres réajustements. Des primes nettement plus élevées, en raison d'un risque d'occupation accru. Plus de personnes sous le même toit signifiait plus de responsabilités, et donc des coûts supérieurs. L'avis est arrivé, expliquant que la prime annuelle allait augmenter de près de 800 €. La facture d'Internet est également parvenue à la maison, accompagnée d'un petit mot, service annulé, facture finale ci-jointe. Les comptes de streaming ont déconnecté tout le monde.
Le forfait de téléphonie mobile que je payais a été désactivé des téléphones de mes parents. Ils ont dû se débrouiller à la hâte, pour souscrire à leur propre abonnement. Même les petites choses ont fini par s'accumuler. Le service de livraison de courses, que je prenais en charge, a cessé de fonctionner. L'abonnement au café de qualité supérieure, que j'avais reçu en cadeau et partagé avec la maison, s'est arrêté. L'abonnement à la station de lavage automobile, que papa utilisait via mon compte, a fini par expirer. Soudainement, cette maison dans laquelle il était censé être facile et pas si grave de perdre ma chambre, est devenue nettement plus difficile à entretenir financièrement. La mensualité du prêt a bondi. L'assurance a explosé. Les factures d'énergie, que j'avais l'habitude de diviser, retombaient désormais intégralement sur les épaules de mes parents et de la famille de ma sœur. Les petits luxes que je finançais discrètement, le Wi-Fi, les abonnements de streaming, le service téléphonique, la livraison de courses se sont volatilisés du jour au lendemain. Et c'est là que les disputes ont commencé. J'en ai entendu parler indirectement, par l'intermédiaire d'un cousin qui avait réussi à rester neutre. Emma et Marcus étaient absolument furieux de voir que leur situation de vie temporaire, censée être bon marché, s'était transformée en un gouffre financier. Ils prévoyaient d'économiser 1 500 € par mois. Désormais, ils parvenaient à peine à joindre les deux bouts, après avoir payé leur part des factures gonflées. Papa n'arrêtait pas d'enrager, hurlant que je les avais sabotés en mentant à la banque. C'était pour le moins ironique, étant donné que l'obtention du prêt reposait depuis le début sur ma présence en tant qu'occupant. Maman, quant à elle, alternait entre des messages vocaux culpabilisants, et un silence glacial. La conversation de groupe familial, que j'avais mise en sourdine, était apparemment devenue une véritable zone de guerre, faite de reproches et de doigts pointés. Mon cousin m'a envoyé une capture d'écran un jour. Emma y avait écrit, « Comment étions-nous censés savoir que c'était Jordan qui rendait tout ça abordable ?» Il n'a jamais rien dit. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Cette année de paiement de prêt immobilier, cette année de facture, cette année à payer les courses, les réparations, et les moindres urgences familiales. J'avais tout financé. Et, d'une manière ou d'une autre, je n'avais soi-disant jamais rien dit. Sauf que si, je l'avais fait. À chaque fois que j'avais mentionné me sentir épuisé financièrement. À chaque fois que j'avais dû refuser quelque chose pour moi-même, parce que je venais de payer une dépense pour la maison. À chaque fois que j'avais discrètement absorbé un coût supplémentaire, sans même protester. C'est juste qu'ils n'avaient jamais pris la peine d'écouter. Certains membres de la famille pensaient que j'étais cruel. D'autres ont discrètement admis qu'ils auraient agi exactement de la même façon. Au bout de quelques semaines, mes parents ont tenté de négocier. Ils ont débarqué à mon appartement sans prévenir, et j'ai commis la grossière erreur d'ouvrir la porte. « Il faut qu'on parle », a lancé maman. Elle n'a même pas demandé à entrer, s'avançant simplement comme si l'accès lui était dû. J'ai bloqué l'entrée. « Nous pouvons parler ici », ai-je rétorqué. La mâchoire de papa s'est crispée, mais il est resté à sa place. « Cette situation n'est pas tenable », a-t-il affirmé. « Les mensualités de la maison sont en train de nous ruiner. Ta sœur et Marcus n'arrivent pas à mettre le moindre centime de côté. Nous avons besoin que tu reviennes. » J'ai un bail, ai-je répondu. Résilie-le, a répliqué maman. Nous paierons les frais de pénalité. Reviens, c'est tout. Remets en place tes paiements, et appelle la banque. Dis-leur que tu vis à nouveau là-bas. Et voilà. Pas l'ombre d'une excuse, aucune véritable prise de conscience. Juste une demande pour que je recommence à financer leur train de vie, tout en mentant aux institutions financières pour qu'ils puissent conserver les conditions qui les arrangeaient. Non, ai-je dit simplement. Tu peux récupérer ta chambre, a crié Emma de derrière eux. Apparemment, elle les avait accompagnés pour cette grande intervention. On va s'arranger. Les garçons peuvent partager notre espace pendant un moment. Je ne veux pas récupérer ma chambre, ai-je déclaré. Je veux mon propre chez moi. Et maintenant, je l'ai. Tu vas vraiment détruire ta propre famille à cause d'une histoire de canapé, a demandé papa, la voix nouée par la colère. Je ne détruis absolument rien, me suis-je défendu. J'arrête simplement de payer pour vos décisions. Vous vouliez que la famille d'Emma ait ma chambre. Vous l'avez obtenue. Vous ne vouliez simplement pas en payer le prix fort. Ce n'est plus mon problème désormais. La voix de maman s'est brisée. Nous sommes tes parents. Nous t'avons élevé. Tu nous dois bien ça.
Je vous ai largement payé, ai-je répondu calmement. Pendant 7 ans, je vous ai versé des dizaines de milliers d'euros. Je ne vous dois ni ma chambre, ni mon intimité, ni un mois de plus passé à prétendre qu'être exploité est la même chose qu'être membre d'une famille. J'ai reculé, et j'ai fermé la porte. Ils sont restés plantés dehors pendant quelques minutes. Je pouvais entendre des voix étouffées, ma mère en train de pleurer, et mon père marmonnant des paroles pleines de rage. Finalement, ils sont partis. Je me suis assis sur mon canapé, dans mon appartement, et je n'ai ressenti qu'un immense soulagement. Les conséquences de cette rupture se sont déroulées au cours des 6 mois suivants, d'une manière que je n'ai apprise que bien plus tard. L'augmentation du prêt hypothécaire a été maintenue. La banque avait parfaitement le droit de réévaluer la situation, dès lors que l'occupation des lieux avait changé. Mes parents n'avaient d'ailleurs aucun moyen de contester, sans devoir avouer qu'ils avaient biaisé les conditions du prêt depuis le tout début. L'assurance est également restée à son tarif majoré. Plus de monde, plus de risques, et donc une prime plus élevée. C'était purement mathématique. Emma et Marcus, qui avaient emménagé avec l'espoir d'économiser des milliers d'euros, se sont retrouvés à assumer une part des dépenses bien plus importante que ce qu'ils avaient prévu. Leur fonds pour constituer un apport immobilier est resté au point mort. Des disputes ont éclaté pour savoir qui devait payer quel pourcentage. Surtout lorsque Marcus a souligné le fait qu'ils avaient abandonné une location abordable, pour se retrouver dans une situation qui, bizarrement, leur coûtait encore plus cher. Mes parents, qui avaient passé des années à considérer mon salaire comme un service public auquel ils avaient droit, ont soudainement dû apprendre à établir un véritable budget. Leurs vacances ont été annulées, et les réparations de la maison repoussées. Tous ces petits extras qu'ils prenaient pour acquis, le câble, l'abonnement Internet Premium, les meubles neufs, les dîners au restaurant 2 fois par semaine ont totalement disparu de leurs prévisions de dépenses. Papa a dû accepter des heures supplémentaires. Maman, quant à elle, a repris un emploi à temps partiel, qu'elle avait pourtant quitté des années auparavant. Cette maison, qui était censée rendre leur vie plus facile, s'était transformée en un fardeau qu'ils pouvaient à peine porter. Au bout de 4 mois, la famille d'Emma a fini par plier bagages. Ils ne parvenaient pas à faire d'économies dans une maison qui leur coûtait plus cher que leur ancienne location. Une fois prise en compte leur part du nouveau prêt et des factures, ils ont préféré chercher un endroit plus petit, et encore moins cher qu'avant. Ils ont ainsi abandonné mes parents, les laissant seuls dans une propriété de 3 chambres, qu'ils n'avaient presque pas les moyens de financer. Mes parents étaient littéralement coincés. Ils ont bien essayé de refinancer le prêt. Mais la banque a jeté un simple coup d'œil à leurs revenus, à leur dossier de crédit, et à la valeur de la propriété, pour leur répondre par la négative. Sans ma présence sur le contrat, ils ne remplissaient plus les conditions requises pour obtenir de meilleurs taux. Ils se retrouvaient enfermés dans une structure de paiement qui reflétait le véritable coût de la maison, lorsqu'il n'y avait pas de co-emprunteur financièrement responsable, pour subventionner la moindre dépense. Mon cousin m'a rapporté qu'ils avaient envisagé de vendre, mais la valeur de la maison couvrait tout juste le montant restant du prêt. Après déduction des frais de clôture et autres pénalités, ils s'en iraient avec presque rien. Ils étaient pris au piège, coincés dans cette même maison où, selon leur dire, j'avais la chance inouïe de pouvoir dormir sur un canapé. Moi, en revanche, j'allais parfaitement bien. Mon appartement était peut-être petit, mais il était à moi. Je payais mon loyer à un propriétaire, qui ne m'a jamais traité d'égoïste sous prétexte que je désirais avoir une chambre. J'ai décoré l'espace exactement comme je l'entendais. Je mangeais la nourriture que j'achetais avec mon propre argent, sortie d'un réfrigérateur que personne d'autre ne pillait en cachette. Je dormais dans un vrai lit, derrière une porte qui se verrouillait, et dans un silence qui m'appartenait totalement. J'ai commencé à économiser de l'argent. Du vrai argent, qui s'accumulait sur un compte auquel j'étais le seul à avoir accès. En l'espace de 6 mois, j'ai réussi à me constituer un fonds d'urgence. Et, moins d'1 an plus tard, je me penchais déjà sur des options d'investissement. La stabilité financière qu'on m'avait promise, celle qui devait prétendument découler du fait de vivre chez mes parents et d'économiser sur un loyer, est finalement arrivée. Mais cela ne s'est produit qu'au moment où j'ai réellement commencé à payer un loyer ailleurs. Certains membres de ma famille ont totalement cessé de m'adresser la parole. Quelques-uns m'ont envoyé des messages, me qualifiant de monstre sans cœur, de personne cruelle et ingrate. D'autres, en revanche, m'ont contacté discrètement pour m'avouer qu'ils me comprenaient. Un de mes oncles a admis s'être trouvé dans une situation similaire il y a plusieurs décennies, et a regretté de ne pas avoir eu le courage de partir plus tôt.
Une cousine m'a également avoué avoir toujours trouvé étrange, de voir à quel point mes parents dépendaient financièrement de moi. Je ne m'en suis pas réjoui bruyamment. Je n'ai pas envoyé de mise à jour sarcastique, ni publié quoi que ce soit à ce sujet sur Internet. J'ai simplement vécu ma vie, payé mes factures, et recommencé peu à peu à me rappeler ce que cela faisait. Ce que cela faisait de prendre des décisions pour moi-même, plutôt que pour une famille qui me percevait comme un simple distributeur automatique de billets, doté d'un pouls. Environ 8 mois après mon déménagement, j'ai croisé ma mère dans un supermarché. Elle paraissait plus âgée, et beaucoup plus fatiguée. Nos regards se sont croisés au milieu du rayon des fruits et légumes. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle allait faire demi-tour. Au lieu de cela, elle s'est approchée. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé d'une voix prudente. « Je vais bien » ai-je répondu. « Et toi ?» Elle a hésité. « Ça a été très dur. La maison coûte excessivement cher. Ton père est incroyablement stressé. Nous n'avions pas réalisé à quel point tu couvrais nos dépenses, jusqu'à ce que tu partes. » J'ai hoché la tête. « C'était bien ça le problème » ai-je murmuré doucement. Vous ne réalisiez pas. Ou peut-être que si, mais vous pensiez simplement que je n'arrêterais jamais. Elle a eu l'air de vouloir se défendre, puis elle y a renoncé. Nous n'aurions pas dû prendre ta chambre, a-t-elle fini par lâcher. C'était une erreur. Ce n'étaient pas des excuses complètes. Ce n'était en aucun cas la reconnaissance de cette année d'exploitation financière. Elle ne s'excusait pas non plus de la cruauté désinvolte avec laquelle on m'avait traité d'égoïste, pour avoir refusé de dormir sur un canapé que je payais moi-même. Mais c'était tout de même un début. Merci d'avoir dit cela, lui ai-je répondu. Nous sommes restés plantés là un instant. Deux personnes qui avaient autrefois partagé la même maison, désormais séparées par des choix, des limites, et par un versement de crédit immobilier. Un prêt qui avait finalement révélé la vérité, sur la personne qui avait véritablement tenu la baraque tout ce temps. « Est-ce que tu reviendras un jour » m'a-t-elle demandé. « Non » ai-je dit avec fermeté. « Je ne reviendrai pas. » Elle a lentement hoché la tête, et j'ai pu la voir assimiler l'information. Assimiler cette réalité implacable, je n'étais plus une ressource qu'elle pouvait manipuler par la culpabilité. L'époque où je finançais sa vie, tout en étant traité comme un simple fardeau, était bel et bien révolue. « Prends soin de toi » ai-je ajouté, en le pensant sincèrement. Je me suis éloigné, j'ai payé mes courses, et je suis rentré chez moi en voiture. De retour dans mon appartement, où personne ne m'attendait pour me dire que j'avais de la chance d'avoir un endroit où dormir. Un an après mon déménagement, j'ai reçu un message d'Emma. Elle et Marcus avaient fini par acheter une maison. Plus petite que ce qu'ils auraient voulu, plus éloignée du bon secteur scolaire, mais elle était à eux. Elle s'excusait de la façon dont les choses avaient tourné. Elle admettait ne pas avoir compris à quel point je contribuais financièrement, et regrettait qu'il n'ait pas géré la situation autrement. Elle ne disait pas regretter de ne pas m'avoir défendu, lorsque maman et papa m'avaient volé ma chambre. Elle ne reconnaissait pas non plus avoir tiré profit de mon éviction. Cependant, elle reconnaissait que tout cela avait été injuste, ce qui dépassait largement mes attentes. J'ai apprécié sa démarche. Je ne me suis pas précipité pour reconstruire notre relation, mais je l'ai tout de même appréciée. Aujourd'hui, mes parents et moi maintenons un contact minimal. Les anniversaires, les grandes fêtes, ou un SMS occasionnel. Je ne retourne jamais dans cette maison, et ils ne me le demandent pas non plus. Lorsque nous nous croisons lors d'événements familiaux, nos échanges restent polis, distants, et minutieusement neutres. Le prêt immobilier est toujours à nos trois noms. C'est un simple artefact juridique, le vestige d'une époque où je croyais qu'aider sa famille signifiait la laisser tout prendre. J'ai consulté des avocats pour faire retirer mon nom, mais c'est une procédure compliquée, coûteuse, et franchement, ça ne vaut pas le stress que cela engendrerait. Cela n'affecte pas mon dossier de crédit, tant qu'ils continuent de payer. Ce qu'ils font, de justesse, chaque mois. Ce qui compte réellement, c'est que ce n'est plus à moi de le faire. Je ne finance plus leur vie. Je ne suis plus l'échafaudage financier invisible, qui rendait leurs choix abordables. J'ai énormément appris de ce canapé. J'ai appris que l'expression « la famille s'entraide » signifie bien souvent qu'une seule personne donne, jusqu'à n'avoir plus rien. Pendant ce temps, tous les autres prennent, jusqu'à vous vider de votre substance. J'ai appris que traiter quelqu'un d'égoïste n'est souvent qu'un moyen de le culpabiliser, pour le forcer à continuer de se sacrifier.
J'ai compris que partir n'est pas une cruauté. Parfois, c'est tout simplement la seule réponse saine face à des personnes qui ont confondu votre gentillesse avec de la faiblesse, et votre argent avec un droit qui leur serait acquis. J'ai également retenu que la meilleure des vengeances n'est ni dramatique, ni bruyante. Elle consiste simplement à arrêter de payer. À cesser de trouver des excuses, et à mettre fin à ce travail interminable et épuisant, qui consistait à faire semblant d'être aimé, alors qu'en réalité, on ne faisait que se faire utiliser. Mes parents voulaient que je dorme sur un canapé, dans une maison dont je payais la moitié. Je leur ai offert bien mieux. Je leur ai offert le coût total de leur choix, directement livré dans leur relevé de crédit, leurs factures d'assurance, et leurs avis de prélèvement. Tout cela, sublimé par l'absence silencieuse, mais permanente, d'une personne qu'ils avaient tenue pour acquise depuis bien trop longtemps. Ils m'ont traité d'égoïste. Moi, j'ai simplement appelé une société de déménagement, j'ai ouvert un nouveau compte bancaire, et j'ai informé un organisme de crédit d'un changement d'occupation des lieux. Et j'ai laissé cette maison ressentir ce à quoi ressemble véritablement l'égoïsme, quand ce dernier n'est plus du tout subventionné.